Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons ouvrir cette séance du Conseil municipal. Alors, avant toute chose, je voudrais souhaiter la bienvenue et installer Madame Brigitte Vuillemin, suite à la démission de Monsieur Christopher Pécoul. Donc, bienvenue parmi nous. Nous allons commencer comme il est habituel, donc par l'appel des présences. Madame Bourbon, est-ce que vous pouvez y procéder? Oui, monsieur le maire, bonjour. Mesdames, messieurs, bonjour. Monsieur Masquelier. Présent. Madame Chiodi. Présent. Monsieur Decart. Présent. Madame Delaunay-Quédomar. Monsieur Isépi. Présent. Monsieur Grillet. Madame Ramy. Monsieur Eudiard. Madame Lombard. Monsieur Sabi, Madame Hauteur est absente, a donné pouvoir à Monsieur Genoux, Madame Blanc, Monsieur Debézieux, Madame Zucco, Monsieur Chiron, Madame Siffre, Monsieur Bonal, Madame Meyer, Madame Arnaud, Monsieur Boyer, Madame Jean Perrin, Monsieur Genoux, Monsieur Quédomar, Monsieur Girardin, Madame Bezin, Madame Lopez, Monsieur Tibéri, Monsieur Moranval, Madame Morcandella, Monsieur Marty, Madame Jacot, Monsieur Cordina, Madame Dubois-Mougin, Monsieur Spinierny, Monsieur Tomasi, Monsieur Blanc-Villain, Monsieur Jean-Pierre, Madame Oudot, Madame Villemain. Le quorum est atteint. Monsieur le maire, vous pouvez valablement délibérer. Je vous en remercie. On va désigner un secrétaire de séance. Madame Jacot, est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. Donc, Madame Jacot est secrétaire de séance. Je vais vous inviter à approuver le procès-verbal de notre dernière séance du 29 juillet. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Il est adopté à l'unanimité. Pour ceux... Oui. Pardon, Monsieur Tomasi? On ne vous entend pas, il faut appuyer sur le micro. Je ne peux pas le voter, j'étais absent. Oui, mais vous pouvez approuver le procès-verbal. Je peux l'approuver, mais je ne sais pas si c'est légalement, si je peux le faire. Ben oui. Ben voilà, c'est fait alors. Voilà, merci beaucoup. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous propose de commencer l'ordre du jour. La première délibération est un projet de motion qui nous a été communiqué et proposé par la Fédération nationale des communes forestières dans la démarche de défense des intérêts des communes, et notamment suite aux tensions financières qui pèsent sur l'Office national des forêts, à qui il est alloué moins de moyens financiers et moins de moyens humains. On a encore pu voir cet été avec l'incendie dans la plaine des Morts la nécessité d'avoir une action forte, résolue dans le domaine de l'entretien et de la protection de la forêt, qui est la meilleure prévention en matière d'incendie. Or, depuis des années, on voit un désengagement de l'État, tout gouvernement confondu d'ailleurs en la matière. Et en tant que maire aussi, au gré des rencontres que nous pouvons avoir avec l'Office national des forêts, on constate qu'il est à chaque fois question d'une réduction des effectifs et une demande de prise en charge de plus en plus importante des communes. Je rappellerai, si on prend le cas de l'Estérel, que c'est une forêt domaniale de l'État, donc il appartient à l'État d'entretenir sa propriété. Et on ne peut pas non plus se résoudre aussi à une forme de chantage permanent qui consisterait à dire si vous ne prenez pas le relais, si vous ne financez pas, eh bien on sera obligé de fermer ou d'interdire des accès à l'Estérel. Donc on ne peut pas avoir non plus un double discours dans ce domaine. J'ai vu qu'il y avait une attention toute particulière qui avait été portée par le gouvernement lors de ces incendies de forêt. Eh bien, il faut des actes, et je crois que c'est le moment de le faire, et donc de maintenir un budget conséquent pour l'ONF. Et je préciserai également de ne pas refuser un engagement pour l'ONF local,
au seul motif que l'Estérel ou encore les Maures ne seraient pas des forêts suffisamment rentables, contrairement à d'autres espaces boisés pour lesquels il existerait un équilibre qui justifierait la présence de l'État. L'ONF est un organisme national et donc il lui appartient aussi d'entretenir son domaine sur l'ensemble du territoire national. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir soutenir cette motion. Je préciserai qu'il y a une année, nous avions déjà eu l'occasion de vous présenter une motion dans des termes similaires pour demander un maintien de l'engagement de l'État dans ce domaine. Y a-t-il des observations? Monsieur Tomasi, puis Monsieur Cordina, oui. Vas-y bien. Dans l'ordre que vous voulez. Merci pour ta courtoisie, Pierre. Alors, nous sommes bien entendu favorables à cette délibération. En effet, il faut que l'on tente de mettre un frein au désengagement de l'État qui amène le délaissement de notre patrimoine naturel estérel, qui représente tout de même près de 70% de Saint-Raphaël. Alors, l'objectif de classement en grand site de France, qui est l'objectif du SIPME, permettra peut-être certainement de contrebalancer un peu les décisions actuelles de l'État. Et ce que je propose va paraître peut-être contradictoire avec l'objet de cette délibération, mais en parallèle et dans l'attente de l'arrivée du grand site de France, peut-être que des conventions pourraient être proposées à l'État pour des réalisations spécifiques, comme par exemple la création d'une porte d'entrée de l'Estérel au Gratadis, où il y a plus d'1 million de passages par an, l'organisation et l'encadrement d'activités touristiques qui favoriseraient le développement économique hors saison, tout cela bien entendu pour valoriser notre patrimoine naturel, pour valoriser l'Estérel. Tout à fait. J'ai également eu l'occasion, en m'entretenant avec la direction régionale de l'Office national des forêts, de faire une proposition dans la mesure où la commune participe déjà une partie de l'entretien de l'Estérel pour des sommes non négligeables et en mettant également des moyens humains, que nous puissions avoir une convention qui prévoit qu'un certain nombre de petits entretiens sera à la charge de la collectivité, mais je souhaitais une garantie aussi. La garantie, c'est un maintien des effectifs. Je demande que l'État nous garantisse également une présence humaine dans le cadre de l'Estérel et qu'on ne soit pas chaque année avec des effectifs en moins et des non-remplacements de départ à la retraite. Donc ça va dans ce sens-là. Et effectivement, dans le cadre de l'opération Grand Site de France, il faudra un certain nombre de réalisations concrètes, à commencer par la porte de l'Estérel et un meilleur entretien. Oui, Monsieur Tomasi. Oui, j'ai déjà eu l'occasion de m'entretenir avec vous à ce sujet, vous le savez. Donc sur le grand site et sur cette délibération, il y a deux choses qui sont importantes. Donc je vais vous lire, on a préparé quelque chose. Donc déjà affaibli par les réformes réalisées par les gouvernements successifs, l'établissement est aujourd'hui menacé, l'établissement c'est l'ONF, donc ça ne concerne pas que l'Estérel, est menacé d'une disparition pure et simple. La Fédération des communes forestières souhaite, dans un manifeste rendu public, prendre le contrôle de la gestion des forêts des collectivités en privatisant au passage la conception des aménagements forestiers. Cette organisation laisserait les forêts à la merci des appétits financiers, alors même que la forêt est au centre des solutions face à la crise écologique et climatique. Les forêts publiques françaises sont les premières concernées. Elles concentrent les écosystèmes les plus complets et les stocks de biodiversité et de carbone les plus conséquents. Le modèle économique de l'ONF, dont vous parliez, n'est certes pas viable et l'établissement pâtit d'une gestion contestable. D'autant que dans l'Estérel, cet établissement, vous savez, ne peut pas être rentable. Parce que si dans certaines régions, les coupes de bois peuvent suffire à équilibrer sa gestion, ici, c'est vraiment pas le cas et on est dans une zone où économiquement, c'est pas viable. Donc, ce modèle économique, il ne peut pas s'appliquer ici. La désintégration d'un service public national qui assure la péréquation et l'équité de traitement entre toutes les forêts publiques est contraire à l'intérêt collectif national. Donc nous, on pense qu'il faut que l'ONF reste l'interlocuteur et le gestionnaire unique de toutes les forêts publiques et il faut lui redonner de l'indépendance en lui octroyant un budget annuel. Donc on vous rejoint là-dessus. La disparition de ce service public séculier serait une catastrophe pour toutes les forêts publiques. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dont on parle aujourd'hui. La disparition donc, de ce service, ce serait aussi d'offrir aux appétits des industriels de la filière, avec la complicité volontaire ou non, des collectivités locales. C'est ça l'objectif qui est derrière ce contrat. Pas ici, en tout cas.
Pas ici parce qu'on prend position, bien Oui, sûr. d'accord. Bien sûr, on est bien d'accord. Oui, Mais tout à fait. on Oui, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Parce que, il n'y en a pas. Voilà. Et sur le grand site, on a une proposition qui est, me semble-t-il, qui devrait recueillir l'assentiment de la plupart des citoyens raphaélois et du bassin. C'est qu'en fait, on proposerait que l'Estérel retrouve une vie. C'est-à-dire que ce ne soit pas simplement une vitrine avec un espace qui est un espace délaissé, un espace non habité, un espace où on n'exploite pas. Et on propose que les maisons forestières, elles sont au nombre d'une petite dizaine, soient petit à petit réhabilitées, qu'on y réinstalle une vie pastorale et une vie économique. Mais ça fait partie des projets, et vous savez que les premiers opposés à ceci, c'est notamment l'État, avec les services de l'Adréal. J'ai eu l'occasion de m'entretenir. Vous aviez la rénovation ou la réhabilitation de la maison du Malpais. Mais que nous dit l'État? Vous pouvez la remettre, vous pouvez la réhabiliter. C'est près d'1 million d'euros, ce qui est quand même une somme assez conséquente si vous voulez pouvoir réhabiliter cette maison qui est presque en état de ruine. Néanmoins, elle ne pourra pas recevoir du public. Ce serait réservé pour des séminaires de spécialistes. C'est pas comme ça aussi. Il faut pouvoir aussi vous parler de que le public puisse se réapproprier l'Estérel. Ce n'est pas en mettant beaucoup d'argent public dans des maisons qui seraient réservées à quelques experts ou à quelques initiés qu'on pourra évidemment redonner vie. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué que nous procéderons à cet investissement à partir du moment où ces maisons pourront accueillir du public, comme ça se fait dans les Alpes-Maritimes d'ailleurs. Il ne faut pas aller très très loin pour avoir un modèle. Donc il faut un modèle ouvert. Il faut également que l'État sorte d'un certain nombre de doctrines, d'immobilisme en quelque sorte, de ne pas vouloir changer un certain nombre d'habitudes. Et ces maisons-là, justement, on pourra y procéder à des investissements. Il y en a certaines qui sont encore en bon état. D'ailleurs, il y en a encore 2 qui sont habitées. Absolument. Donc, mais il faut aussi pouvoir y associer simplement le public par rapport à des visites. Je veux dire, on ne demande pas d'avoir beaucoup plus. Et donc, ça fait partie effectivement du projet Grand Site, mais à condition de ne pas simplement en faire des maisons qui seraient fermées et réservées à quelques personnes. Ce qui est le frein, c'est que l'État s'appuie sur des règles des établissements donc, qui accueillent du public, des ERP. Et en fait, c'est ce qui pose problème. Donc on pourrait avoir une discussion et une convention avec l'État, déjà, et avec l'Europe, pour que ces maisons forestières soient réhabilitées, pas seulement au niveau de l'État. Je pense que ça pourrait passer par des aides et des subventions européennes. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne réhabilite pas et qu'on ne met pas 1 million d'euros pour une maison qui serait réservée pour quelques personnes? Alors, le plan d'1 million d'euros, il concernait notamment, pour une grande partie, la mise en place de réseaux. Enfin, la maison du Malpais, je l'ai visitée. Ouais. C'est une ruine aujourd'hui, vous êtes d'accord? Mais bon. C'est les réseaux qui, je pense, représentaient à peu près 400 000 euros, puisqu'on faisait venir l'électricité de peut-être, mais c'est indécent de nous dire vous devez rénover, mais ça restera fermé. Bien sûr. Ça n'a pas de sens. On est d'accord sur cette position. Évidemment, il faut que ce soit des lieux, effectivement, c'est des maisons forestières, ça fait partie de notre patrimoine. Donc comme ça fait partie de notre patrimoine, il faut que les gens puissent les visiter. Je pense que c'est le minimum, en encadrant bien entendu, en débroussaillant autour. Plus loin que ça, en faisant des séjours, en y mangeant. Oui, d'accord, mais que ce soit ouvert. Donc on est bien d'accord sur cette démarche d'ouverture. Voilà, mais la réhabilitation des maisons forestières, ça semble être vraiment quelque chose de central dans ce grand site et c'est pas envisagé actuellement. Ah si, c'est envisagé, mais simplement l'État ne pose pas ou ne donne pas les conditions pour qu'on puisse investir. Moi, j'ai indiqué que nous investirons si c'est ouvert au public, notamment, si ça permet des visites, si ça permet des expositions, si ça permet de mieux comprendre l'histoire de ces maisons forestières et leur utilité. Par contre, nous n'investirons pas si c'est uniquement des maisons réservées à quelques experts. Si c'est pour faire des séminaires d'experts, nous n'allons pas investir. Ça n'a aucun intérêt, nous sommes bien d'accord. Donc nous sommes favorables, je tiens bien à le préciser dans le cadre de l'opération Grand Site, c'est-à-dire les collectivités qui font partie du SI-PME, nous y sommes favorables à condition que le projet puisse être cohérent. Et donc nous attendons un peu d'ouverture de l'État sur ce sujet précis. Il me semble que dans le plan, il n'y a qu'une maison qui était concernée, peut-être 2. Aujourd'hui, vous en avez 2 qui sont habités par des agents de l'ONF. Donc, comme c'est leur domicile, c'est fermé. Bon, donc ça fait, donc c'est-à-dire que c'est des maisons privées.
Donc à la limite, on voit juste l'état d'un patrimoine pour voir ce qu'est, au Gratadis notamment, ce qu'est ou ce qu'était une maison forestière. Celle où vous avez l'investissement le plus important, c'est celle du Maltais. Bon, donc c'est sur celle-là qu'il y a une rénovation effectivement assez très lourde d'ailleurs à effectuer. Et simplement, il faut simplement que l'État nous dise oui, mais ça pourrait être ouvert au public. Je crois que quand on utilise l'argent du contribuable, il est normal que ce dernier aussi puisse tout simplement ne fût-ce que visiter le patrimoine rénové. Oui, je vous en prie. Vous vouliez préciser d'autres choses? Non, très bien. Non, mais on est à peu près d'accord, je pense. Oui, non, je ne veux pas prolonger ici le débat, mais je pense que ce qui est essentiel, recevoir du public, c'est quelque chose d'essentiel. Redonner de la vie à l'Estérel, c'est peut-être autre chose. Dire que les maisons, elles pourraient être ouvertes au public, mais certaines pourraient être habitées par des artisans, par des agriculteurs, par des arboriculteurs, par des éleveurs. Vous en avez deux qui sont déjà habités. Oui, il y en a deux, mais il y en a une qui est en vente, je crois, au Dramont, si je ne me trompe pas, celle qui est au bord de mer, ce qui serait vraiment dommageable. Celle-là, elle n'est pas encore habitée. Oui. Donc celle-là, elle est désaffectée. Oui, mais en état. Donc voilà, pour être précis, en état, mais désaffectée. Vous en avez deux qui sont déjà habitées, et puis vous en avez une qui doit être réhabilitée. Bon, donc si c'est pour conserver, si c'est du patrimoine, c'est comme si on me demande d'investir dans un musée qui serait fermé. Je veux juste être un peu cohérent. Mettre de l'activité dedans, on se comprend bien. C'est-à-dire oui, mettre quelqu'un qui aujourd'hui, on me dit on met de l'activité, qui va donner de la vie. Pour faire des séminaires d'experts. Non. Je vous parle de mais pas de la vie. Voilà. Je vous parle de ce qui pourrait être notre projet, pas de celui de l'État. Ah non, mais pour vous dire que ce projet existe, c'est juste ça que je voulais bien signaler, c'est que ça existe. Simplement, on attend des autorisations. Merci. Voilà, merci. Oui, monsieur Spinirny. Oui, bonsoir monsieur le maire, bonsoir mes chers collègues. Je m'associe à vous sur la dénonciation de ce projet de contrat État-ONF pour deux raisons, de forme et de fond. De forme, on ne peut pas effectivement faire évoluer de façon importante la contribution des collectivités territoriales et face à cela, annoncer une réduction drastique des personnels de l'ONF. Ça, c'est la première des raisons. Et sur le fond, la période que nous traversons, la période de crise que nous traversons, montre bien que systématiquement, lorsque les gouvernements successifs ont eu tendance à se désengager ou à abandonner certains domaines ou certains secteurs d'activité, on l'a payé au prix cher. Et vous le faisiez justement, vous le rappeliez fort justement, on a une piqûre de rappel assez sévère sur l'incendie de forêt que nous avons connu cet été. Effectivement, on partage également la même analyse, donc je vous remercie. S'il n'y a plus d'autres observations, est-ce que tout le monde est, me semble-t-il, d'accord pour voter cette motion? Donc elle est adoptée à l'unanimité et on la communiquera évidemment à qui de droit. La deuxième délibération porte sur le partenariat avec la revue politique et parlementaire. Alors, la revue politique et parlementaire est une des premières revues de sciences politiques qui a plus d'un siècle d'existence, me semble-t-il, et qui, au regard de l'expérience et ayant vu ce que nous avions fait pour les conférences de l'avenir et les autres conférences tout au long de l'année, a souhaité faire un événement national, donc les 8 et 9 octobre, avec un partenariat privé assez prestigieux, puisque c'est l'entreprise Deloitte qui viendra aussi pour décerner un prix. Donc on a une programmation qui est à peu près équivalente à celle des conférences de l'avenir, avec des conférenciers aussi, je me permets d'en citer un certain nombre. Nous avons Philippe Manière, on a le général d'armée, directeur général de la gendarmerie nationale, monsieur Rodriguez, on aura monsieur Mourou qui est prix Nobel de physique, on aura monsieur Bronner, le sociologue, l'essayiste Nicolas Bavrez, le directeur général de Terra Nova, l'historien Jean Garrigue, la philosophe Chantal Delsol, et nous aurons également Vladimir Fedorovski qui est un habitué de Saint-Raphaël, entre autres comme conférencier pour ces 2 jours. Ce seront près de 150 nuitées également, c'est toute une activité dans la ville. Donc ça participe d'une part de notre rayonnement culturel dans ce
dans ce domaine sur lequel nous commençons à avoir une réelle reconnaissance, une reconnaissance même nationale. Et puis, ça participe aussi de l'activité touristique pendant les ailes de saison. On sait que c'est important. Donc, c'est un très bel événement ouvert au public. Les entrées sont également gratuites. Donc, venez nombreux. Y a-t-il des observations sur cette délibération? Oui, Monsieur Tomasi. Oui, juste une question. Dans la convention, il est noté chacune des conférences sera clôturée par 2 personnalités politiques, candidates ou représentantes de candidats à l'élection présidentielle de 2022. Donc ma question, c'est comment va être constituée cette liste des invités politiques? Tout d'abord, c'est pas moi qui la ferai, c'est la revue parlementaire et politique. Je crois qu'ils ont invité un certain nombre de candidats. Donc ça, c'est eux. Je ne sais pas si on a eu des réponses positives ou pas. Donc c'est la revue parlementaire qui va les choisir. C'est pas moi. Pourquoi vous voulez que Madame Rousseau vienne? Pourquoi pas? Pourquoi pas, si c'est votre choix. Je n'ai pas dit que c'était mon choix, j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas, Pourquoi pas Fillon? C'était une proposition. On pourrait le refaire venir. Donc, c'est pas moi qui choisis le programme des conférences. Donc, ils seront libres, bien entendu, de faire venir. Mais je crois qu'il y avait un éclectisme qui faisait qu'ils avaient envoyé une invitation à tous les candidats potentiels. C'est parfait, merci. Voilà. Donc tout le monde est d'accord avec cette convention? Oui. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Madame Kedomar. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Il s'agit ici d'autoriser le recours à un cabinet de recrutement pour que nous puissions remplacer les médecins généralistes pour remplacer les médecins qui partent à la retraite. Donc, comme vous le savez, nous avons une démographie médicale qui est vacillante, avec un nombre de candidats potentiels pour venir s'installer sur notre commune qui est largement insuffisant et qui ne permet pas de renouveler les médecins généralistes qui partent à la retraite. Donc, c'est un engagement fort qui a été pris par Monsieur le maire de participer au maintien d'une offre de soins, en particulier en cœur de ville. Donc nous avons fait appel à un cabinet de recrutement et nous proposons une prise en charge des honoraires à hauteur de 50% pour chaque médecin recruté. En parallèle, je travaille avec le service de communication, un plan de communication avec un livret dématérialisé qui pourra développer l'attractivité de notre ville et vraiment destiné aux professionnels de santé, en particulier les médecins. Donc, le conseil municipal est invité à approuver les termes du contrat de prestation avec la société Axial International, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le dit contrat, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents y afférents et à dire que les dépenses en résultat feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Je vous remercie. Voilà, on a un exposé parfaitement clair. Y a-t-il des observations? Oui, Madame Oudot. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voulais savoir, est-ce que vous avez suivi tous les circuits avec l'ARS pour la mise en place de maisons de santé pluriprofessionnelles et Alors, de CPTS? en ce moment, nous sommes en train de travailler à l'échelle de la communauté d'agglomération, puisque Monsieur le maire et donc président vient d'envoyer un courrier pour que nous puissions signer un contrat local de santé avec l'ARS. Donc c'est un dispositif qui se déroule sur le temps moyen, environ sur 3 ans, et qui comprend bien évidemment la facilitation d'installation de maisons de santé pluriprofessionnelles. Actuellement, nous avons un projet qui est en cours, qui est à l'initiative de jeunes généralistes qui sont installés sur le territoire et auprès desquels je prends attache pour voir comment nous pouvons les assister dans cette démarche. Voilà, oui, Monsieur Tomasi. Oui, juste une explication sur le fait que ce soit un cabinet roumain. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas d'équivalent en France? Ça veut dire qu'on n'a pas d'équivalent en France. D'accord. Nous sommes dans une situation catastrophique. C'est pour ça justement qu'on au moins anticipe. Encore 10 ans. Voilà. C'est pour ça qu'au niveau de la ville, on n'est pas un désert médical à Saint-Raphaël, je tiens bien à le préciser. On est une zone très tendue et sur certaines spécialités... Donc c'est pour ça que nous anticipons. Nous sommes actifs. La santé n'est pas un domaine premier des compétences, ou plutôt secondaire, normalement des compétences habituelles d'une commune. Nous avons néanmoins souhaité avoir une élue qui spécifiquement soit engagée sur
ces questions-là vers une véritable expertise depuis le début du mandat, justement, pour pouvoir anticiper ces questions. Et donc, ça, c'est une partie déjà du travail qui a été réalisé. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord? Monsieur Tomasi, j'avais oublié, il y a le ministre de l'Éducation nationale qui devrait être présent. Il n'est pas candidat à l'élection présidentielle, me semble-t-il, mais il devrait être présent. Il ne fait donc pas partie des personnalités politiques, mais des intervenants, alors? C'est une personnalité politique, mais qui devrait être présent, mais pas candidat à l'élection présidentielle, sauf information contraire. Mais il représentera son candidat? J'en sais rien, non. Il viendra faire l'ouverture, parce que c'est une personnalité qui a une autorité particulière. C'est bien d'avoir le ministre de l'Éducation nationale, me semble-t-il. Plutôt valorisant pour une ville. Donc, la délibération précédente a été adoptée à l'unanimité. La délibération suivante est portée par Madame Chiodi. Oui. Merci, Monsieur le maire. En tant que responsable des ressources humaines pour cette question. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Notre commune propose tout au long de l'année une programmation culturelle variée dont une partie des spectacles proposés fait l'objet d'une billetterie payante. Les invitations aux différents spectacles payants sont régies par délibération du conseil municipal. La dernière en date du 1er septembre octroie cette gratuité aux titulaires de la carte jeune, en fonction toujours d'un pourcentage selon la jauge de lieu de représentation et des disponibilités au moment de la réservation. Aujourd'hui, il vous est proposé d'attribuer un quota d'invitation à l'attention du personnel communal en leur en offrant 2 par an et par agent sur un des spectacles organisés par la ville selon les critères mentionnés dans le présent rapport. Ces places exonérées s'ajouteront aux places déjà offertes et conformément aux dispositions des délibérations antérieures. Vous êtes invité à approuver cette nouvelle proposition. Voilà, merci. C'est un peu comme le comité d'entreprise dans les grandes entreprises où il faut également pouvoir associer son personnel si on veut que ce dernier participe aussi à la dynamique de l'action de la ville. Y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Tomasi. Oui, nous sommes favorables à cette proposition, mais on se demande si elle ne pourrait pas être étendue à d'autres couches de la population. Sûrement. De manière à ce qu'il y ait une équité et un équilibre. Est-ce que, par exemple, les services publics comme l'hôpital, le lycée, les collèges, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le même type de démarche sur un nombre qui serait à déterminer? Vous savez, la politique, c'est faire des choix. Vous me dites, est-ce que ça peut être étendu à d'autres personnes? La réponse est oui. Ça peut être étendu à tout le monde. Donc aujourd'hui, la délibération porte sur une action de la commune vis-à-vis de son personnel. Donc c'est l'objet de la question. Donc ça fera l'objet d'une autre proposition. Là. Éventuellement. S'il y a des cas particuliers. Mais aujourd'hui, c'est une question qui porte sur la politique de ressources humaines de la ville de Saint-Raphaël et que sur la politique des ressources humaines de la ville de Saint-Raphaël. Ben, on vous a répondu alors. Mais ça peut toujours être étendu, effectivement. Donc, tout le monde est d'accord? Donc, si tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Decart. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Sur cette délibération, il est question d'adopter la convention type d'occupation des salles gérées par le service régie événementielle. Comme vous le savez, nous avons créé cette régie qui gère donc nos salles d'événementiel, que ce soit le Palais des Congrès, la salle Félix Martin et le Esterel Arena. Et sur cette question, il vous est demandé d'approuver les termes de cette convention type. Voilà. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Decart, poursuivez. Comme vous le savez, le maire souhaite valoriser notre patrimoine et à entretenir la mémoire de Saint-Raphaël par des actions qui consistent à mettre en lumière notre histoire tout en se tournant sur notre avenir. Plus particulièrement au Dramont, en 2019, par la création d'un sentier d'interprétation sur les pas des carriers avec le cercle dramontois, et en août 2021 avec l'ouvrage d'une grande qualité, Mémoire des carriers, richesse documentée et porteur de valeur avec le concours d'un grand nombre de dramontois pour réaliser cet ouvrage. Aujourd'hui, à travers cette délibération, il vous est proposé de mettre à disposition une salle municipale au cercle dramontois
pour la réalisation de la Maison des Carriers. Cet espace sera dédié à l'histoire des Carriers pour valoriser ce patrimoine et entretenir la mémoire de Saint-Raphaël et du Dramont. Et je me permets de saluer la créatrice de cette association, Yvonne Zucco, qui a monté le Cercle Dramontois maintenant depuis un certain nombre d'années, et son mari qui a récupéré le flambeau. Pardon ? Ah oui, vous êtes plus qu'intéressé à la question. Donc, y a-t-il des observations ? Non. Donc, tout le monde est d'accord, évidemment. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Decart, poursuivez. Dans le cadre de sa politique en faveur du développement du tourisme local et de la mise en valeur du patrimoine historique, la commune souhaite offrir aux administrés et visiteurs la faculté de découvrir le patrimoine local par la diffusion d'un audio-guide en ligne mis en service sur chacun des sites culturels de la ville. À cet effet, nous souhaitons devenir membre de la Fédération française des audio-guides historiques. À cet effet, la Fédération s'engage pour la conception et la mise en œuvre de ces audio-guides sur smartphone par l'aide et à la réalisation des QR codes et la mise en place de la signalétique sur des sites historiques choisis. Pour pouvoir adhérer, donc pour pouvoir aller dans cette démarche, nous vous demandons d'approuver l'adhésion à cette association pour un montant de 1 500 €. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une bonne idée pour valoriser notre patrimoine. Je crois qu'avec la crise, tout le monde a appris à utiliser des QR codes aussi. Donc, ça permet aussi de pouvoir généraliser et de diffuser donc, ce mode de connaissance et d'apprentissage. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation. Tout le monde est d'accord ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur de Bézieux. Monsieur le maire, chers collègues, il est proposé d'approuver l'adhésion de la commune à l'association France-États-Unis, French Riviera et Monaco, dont l'objet est de promouvoir l'amitié entre la France et les États-Unis, sans oublier les différentes coopérations. L'association est née en décembre 2012. Elle a pour but de renforcer les relations franco-américaines en faisant mieux connaître les États-Unis en France et la France aux Américains. Elle œuvre dans l'objectif d'une meilleure compréhension mutuelle entre nos deux pays, unis par 5 siècles d'histoire. L'association bénéficie de la reconnaissance du ministère des Affaires étrangères comme association concourant au rayonnement de la France et à la diffusion de la francophonie. Le territoire principal d'action de l'association s'étend à tout le département des Alpes-Maritimes, l'Est Var et la Principauté de Monaco. En qualité d'association française, elle dispose aussi d'une représentation à Paris. La commune de Saint-Raphaël a notamment bénéficié de l'intervention des forces américaines lors du débarquement allié 15 août 1944. Le débarquement de Provence a été déterminant pour libérer le sud de la France et aussi important d'un point de vue militaire que celui du 8 juin 1944 en Normandie. Lors de ces opérations, je le rappelle, 800 soldats américains ont débarqué sur le rivage raphaélois. Les corps de 464 combattants de toutes origines et toutes confessions tués au cours du débarquement de Provence reposent à la nécropole de Boulouris. Compte tenu de l'intérêt des actions de cette association et des liens historiques de la commune avec les États-Unis en matière de devoir de mémoire, il est proposé donc d'adhérer à cette association pour l'année 2021. La cotisation s'élève à la somme de 350 €, somme modique, et je vous remercie par avance. Tout à fait. Je voudrais dire que cette association participe déjà à un certain nombre de commémorations, notamment le 14 août à Antéor et le 15 août. Donc, ils sont présents avec des représentants et ils travaillent avec Monsieur Dubreuil, donc qui est notre délégué. Je tiens également à saluer le travail qui est réalisé par ce dernier, donc dans nos différents domaines d'intervention pour le devoir de mémoire, et notamment pour préparer la commémoration du 75e anniversaire du débarquement de Provence avec une présence américaine beaucoup plus soutenue. On a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises d'avoir des représentants du consulat et on noue également des relations avec d'autres communes dans le cadre du chemin de mémoire qu'on met en place. On a prochainement un rendez-vous avec la maire de La Motte où
vous aviez les premiers parachutistes, et puis le maire du Rayol-Canadel, vous avez eu également le tout premier débarquement sur les côtes de Provence. Donc c'est un travail aussi collectif avec d'autres villes du Var. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, tout le monde est d'accord, je suppose. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Monsieur Boyer. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Vous êtes invités à approuver la modification des statuts de la Caisse des écoles. La Caisse des écoles a été créée par délibération du Conseil municipal le 29 mai 1882, mais il y a une nouvelle loi, une loi de programmation pour la cohésion sociale, qui étend les compétences de la Caisse des écoles. Donc, compte tenu de ces nouvelles missions, nous allons créer en son sein une commission d'appel d'offres afin que soient gérés directement les marchés des fournitures scolaires. Donc, mesdames, messieurs, je vous propose de bien vouloir approuver la modification des statuts de la Caisse des écoles de la commune de Saint-Raphaël et également d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte afférent à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci, je pense que tout le monde est d'accord. Pas d'observation, donc c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Boyer. Merci, monsieur le maire. Donc, monsieur le maire s'engage auprès des écoles par la participation financière au séjour des élèves de la commune aux classes transplantées. Depuis des années, la ville de Saint-Raphaël aide financièrement les séjours de classes transplantées, à concurrence de 37 € pour les classes par jour et par élève pour les classes de neige, et 27 € pour les sorties scolaires à thème, par jour et par élève, pour une durée maximum de 7 jours. Chaque année, les écoles sont aidées, même l'an dernier, au moment de la pandémie, il y a eu un break pendant ce temps-là parce que les écoles ne pouvaient pas sortir, ne pouvaient pas participer à des nuitées, mais l'activité a repris et cette année, nous avons des enseignants qui sont volontaires dans le cadre de leur projet pédagogique. Donc, vous êtes invités à approuver le montant de ces participations financières de la commune au séjour des classes transplantées, des écoles maternelles et élémentaires raphaéloises. Je vous remercie. Merci. Tout le monde est d'accord? Pas d'observation. Délibération suivante, Madame Blanc, adjointe à l'écologie intelligente. Monsieur le maire, merci. Mes chers collègues, bonsoir. Alors, cette délibération concerne la protection et l'expertise du patrimoine arboré de la ville. Alors, comme vous le savez tous, les arbres forment un élément essentiel du paysage urbain. Ils participent à la structuration de l'espace public, créent des perspectives et des ambiances. Ils représentent la nature en ville, marquent les saisons et constituent un lien entre les générations et un repère mémoriel en raison de leur longévité. L'importance de la strate arborée deviendra indispensable au patrimoine végétal et paysager riche et diversifié qu'il convient de protéger tout en garantissant la sécurité des habitants de notre commune. Pour y parvenir, la ville a inscrit dans son PLU divers articles du Code de l'urbanisme permettant de le protéger. Tout d'abord, les espaces verts protégés où tout abattage d'arbres est proscrit, hormis pour des raisons sanitaires et de sécurité. Deuxièmement, ces éléments remarquables seront repérés sur le plan de zonage et les coupes et abattages sont interdits, sauf pour raisons majeures de sécurité. Un arbre doit alors être replanté. Les espaces boisés, éventuellement, seront classés comme les bois, les forêts ou les parcs à conserver. Afin de renforcer ces mesures, la collectivité s'engage sur l'ensemble de son patrimoine arboré et avant toute décision d'abattage, à procéder en fonction des besoins à une expertise à différents niveaux. Alors, tout d'abord à une analyse visuelle avec une production de fiches, ensuite un diagnostic approfondi en utilisant des outils spécifiques, troisièmement un diagnostic parasitaire et analyse d'échantillons. Des expertises seront effectuées en début et fin de travaux, lorsque ce sera le cas, susceptibles d'impacter les arbres. En cas de négligence avérée d'une entreprise, l'indice de valeur intégrale évalué permettra d'évaluer en euros la valeur de l'arbre impacté. Le barème d'évaluation des dégâts permettra quant à lui la quantification du préjudice subi et le calcul du dédommagement réclamé à hauteur des dégâts. Considérant l'intérêt de la ville de Saint-Raphaël de réaffirmer ses engagements en faveur de la préservation de son patrimoine arboré, nous vous invitons à approuver la mise en œuvre de ces différents niveaux d'expertise avant tout abattage ou travaux susceptibles d'impacter son patrimoine arboré ou paysager et
l'application de sanctions financières en cas de non-respect des intervenants sur son patrimoine arboré. Merci beaucoup pour cette délibération qui vise à protéger notre patrimoine végétal et arboré avec des mesures extrêmement concrètes et notamment pour l'ensemble des arbres qui sont sur le domaine communal. Y a-t-il des observations sur cette délibération? Oui, Monsieur Tomasi. Oui, des questions sur le texte qui est proposé, donc les 3 points dans le projet. C'est mieux des observations que des questions, parce que comme on n'est pas à l'école, il y a la commission des finances pour les questions. Donc, en conseil municipal, on fait généralement des observations. On est dans une enceinte politique. Je ne suis pas là pour répondre à des questions. Vous avez une observation à faire en tant que représentant de votre groupe. Et après, éventuellement, on débat sur des observations. Ok, Madame Blanc, donc... non, mais Madame Blanc, c'est la même chose. Donc, c'est des observations, c'est pas des questions. On n'est pas à Alors, en l'école. fait, il se trouve que hier, voilà, j'ai participé à la commission finances et travaux et que je n'ai pas pu avoir de réponse effectivement à ces questions. Donc, faites une observation disant que vous n'avez pas eu les réponses et on écoute vos observations. Donc, je voulais savoir si effectivement ça concernait que le patrimoine de la ville ou s'il y avait un distinguo qui était fait entre public et privé. C'est marqué dans la délibération. Pas tout à fait, c'est pas tout à fait clair. Vous avez lu avec beaucoup d'attention. Si ça l'était, je n'aurais pas posé effectivement cette observation. Il fallait mieux lire alors, parce que c'est marqué dedans. Je ne peux pas vous répondre autre chose. Vous allez dire que je suis désagréable, mais c'est marqué dedans. Ça ne change pas, mais lorsqu'on parle de coupe et d'abattage interdits et donc de replantation, on trouve que c'est une bonne mesure et c'est une bonne décision. On se demande, et vous avez reçu des courriers pour ça par des particuliers, si on pourrait aller plus loin au niveau du patrimoine privé. C'est dans la délibération. Vous avez 3 paragraphes. Oui, Monsieur Grillet, qui a bien lu la délibération, vous apportez ces précisions. Merci, Monsieur Grillet. Je vous écoute. En fait, vous avez raison, ça concerne uniquement le patrimoine communal. Oui. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous avez le Code civil qui, chez vous, si quelqu'un a envie d'abattre un arbre, il peut abattre un arbre, oui, sans autorisation. La mairie n'a pas à donner son autorisation pour un abattage d'un arbre chez un privé. Donc, quelle est la position de la ville là-dessus? C'est justement dans le cadre de la refonte du PLU, d'avoir des règles restrictives pour tout ce qui va être privé et autres. Mais on a toujours l'impression de dire le voisin, il a un arbre, il n'a pas le droit. C'est faux. Alors ici, la délibération qui a été faite, elle est faite pour protéger notre patrimoine communal. Pardon, oui, notre bien commun. Voilà. Bien. Tout à fait. Et après, effectivement, là, il y a la possibilité, comme l'a expliqué Sylvie Blanc, d'avoir des arbres qui sont à ce moment-là, qui sont dans le patrimoine et qui sont des arbres remarquables, c'est différent, ou qui sont inscrits au PLU, c'est aussi différent. Mais on ne peut pas, malheureusement, c'est comme ça, la loi, on ne peut pas interdire à quelqu'un d'abattre un arbre. Et on ne peut pas, nous, à la mairie, donner notre accord pour aller donner l'autorisation à quelqu'un d'abattre un arbre. On peut éventuellement, si on avait les personnes compétentes, c'est pour ça qu'au niveau du service technique, on va valoriser certains agents pour justement leur donner des qualifications, pour pouvoir apporter une expertise, mais en aucun cas, on leur donnera une autorisation en l'état. Par contre, on peut agir par le biais du PLU. Voilà, bon. Très bien. On Merci a voté une pour... délibération il y a quelque temps à ce sujet-là. Oui, très bien. Merci pour vos explications. Qui était dans la délibération. Donc je vous remercie, Monsieur Grillet, de nous avoir expliqué ce que Madame Blanc nous avait exposé. Y a-t-il d'autres observations? Non. Donc tout le monde est d'accord, je suppose. Donc c'est une délibération qui est adoptée à l'unanimité. Madame Lombard. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Il s'agit d'une convention d'accompagnement et d'une mission de conseil sur le devenir des orientations d'aménagement et de programmation. La commune mène actuellement une modification et une révision du PLU. Dans le cadre de cette réflexion, elle s'interroge sur le devenir de ces documents d'urbanisme et à cet égard s'interroge sur la pertinence et l'opportunité de certaines OAP.
Ces OAP sont issues de la loi SRU. Elles représentent l'OAP du printemps, l'OAP Ampère, l'OAP des arènes et l'OAP des Iscles. Concentrées sur un même secteur, elles forment un chapelet le long des avenues de Verdun et Général Leclerc et sont insérées dans un tissu urbain comportant de nombreux collectifs récents, dans un secteur déjà encombré par la circulation et dont les réseaux peuvent être saturés. Pour mener à bien une étude sur le devenir de ces OAP, la commune souhaite être accompagnée par le CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Sa mission sera une mission de conseil et d'aide de prise à la décision, basée sur une analyse des effets induits de ces dispositions et des conséquences de la mise en œuvre de ces OAP. La finalité sera d'appréhender les équilibres urbains et l'opportunité de les faire évoluer. Cette mission aura un coût de 6 000 € et sera formalisée dans une convention. Sa durée sera de 6 mois après signature de cette convention et sera finalisée et soumise lors du prochain conseil municipal. Le conseil municipal est invité à approuver la mission de conseil sur le devenir des OAP sollicitée auprès du CAUE du Var. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Tomasi. Oui, donc hier, on a pu poser nos questions à la commission finance, à la commission urbanisme, qui était tenue par Mme Lombard. On a eu des explications extrêmement claires de la part des fonctionnaires en charge, et on trouve que c'est une très bonne démarche que de se re-questionner sur ces 4 OAP qui, effectivement, dans le PLU, nous posaient un certain nombre de questions. Voilà, donc l'urbanisme est une matière vivante, évidemment, donc il faut pouvoir s'adapter. Je rappellerai que, parce qu'on parle toujours du patrimoine vendu, que la commune a acquis aussi un nombre de biens assez significatifs dans ces quartiers, et maintenant il faut avoir une réflexion dans le cadre de la réalisation future, ce que nous allons faire dans le cadre de la révision du PLU que vous menez, Madame Lombard, avec la concertation citoyenne à laquelle nous sommes extrêmement attachés, que nous ferons quartier par quartier en prenant le temps qu'il faut. Voilà, s'il n'y a plus d'autres observations, donc tout le monde est d'accord? Voilà. On avait juste une demande, c'était d'avoir un échéancier prévisionnel du PLU à venir, c'est-à-dire où on en est et, bon, vous présenterez une délibération. De toute façon, il y aura une délibération qui sera faite sur les différentes étapes, qui commencera par une assistance à maîtrise d'ouvrage, avec des professionnels reconnus, et on veillera aussi à ce qu'il y ait une concertation qui soit plus large que les simples dispositifs d'enquête publique, qui sont assez sommaires d'ailleurs. On s'aperçoit que vous n'avez pas assez de gens qui participent. Donc, comme vous savez qu'on est très attaché à la démocratie participative. Non, à la participation citoyenne, parce qu'au-delà des concepts, nous, on la pratique. Donc, on verra sous quelle forme tout ceci sera mis en œuvre. Donc, s'il n'y a pas d'observation, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Madame Lombard, délibération suivante. Cette délibération concerne l'acquisition par la commune des réseaux secs et dispositifs d'éclairage du Tréas. Suite et fin. On a déjà délibéré au mois de juin. C'était une délibération de principe sur l'acquisition de ces réseaux. Et nous pensions qu'il y avait besoin de l'avis des domaines. Or, il s'avère que cet avis n'est pas nécessaire. Donc, il convient d'acquérir ces réseaux secs pour un montant de 500 500 €. Et ces réseaux seront intégrés dans le domaine public communal. Donc, le conseil municipal est invité à approuver l'acquisition par la commune de ces réseaux et dire que ces réseaux seront intégrés dans le domaine public communal. Tout à fait. C'est l'exécution de la transaction, la convention que vous avez déjà eu l'occasion d'approuver. Y a-t-il des observations particulières? Je suppose qu'il n'y en a pas. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Kédomar, c'est... Oui, bonsoir, chers collègues. Il s'agit là d'une prise d'acte. Donc, le conseil municipal est invité à prendre acte du rapport d'activité et du compte administratif au titre de l'année 2020
transmis par le syndicat des communes du littoral varois. Donc, pour mémoire, le syndicat des communes du littoral varois est une structure de concertation et de travail qui réunit 28 communes du littoral varois et qui se réunit à peu près 6 fois par an et qui débat des principales questions en rapport avec les problématiques du littoral, des problématiques environnementales et des déclinaisons opérationnelles de modifications réglementaires, comme par exemple l'application de l'arrêté 123 qui interdit le mouillage des bateaux de plus de 24 mètres sur le littoral de Saint-Raphaël, et de solutions, par exemple, que nous serons amenés à proposer. Oui, je vous remercie de votre participation, d'ailleurs qui est très appréciée. J'ai eu l'occasion d'échanger avec son président, le maire de Lavandou, M. Bernardi. Donc, votre participation ainsi que celle de M. Marty, puisque vous fonctionnez en binôme sur toutes ces questions. Donc, y a-t-il des observations? Pas d'observation, donc c'est une prise d'acte. Je vous en remercie. Justement, M. Marty, délibération suivante. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Il s'agit d'approuver la modification des statuts de ce syndicat des communes du littoral varois, qui sont des statuts datant de 1972, qui ont dû être mis à jour, donc pas de modification substantielle, uniquement de la mise à jour. Et le conseil municipal est invité à se prononcer sur les modifications statutaires du syndicat des communes du littoral varois. Bon, pas d'observation, tout le monde est d'accord. Oui, Monsieur Tomasi? Non, juste dire que les documents qui nous ont été remis étaient vraiment extrêmement intéressants sur le travail de ce syndicat. Tout à fait. Donc tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante, Madame Chiodi. Oui. La commune organise le transport des personnes à mobilité réduite vers les concessions au sein de ces cimetières à l'occasion de la Toussaint. Cette année encore, l'association Golf et Tennis Club de Val-Escure et l'entreprise Formule Golf, Golf de l'Estérel et Golf de l'Académie nous proposent de mettre à disposition 6 voiturettes électriques du mardi 26 octobre au mardi 2 novembre inclus, gratuitement. Les agents municipaux en assureront la conduite. Vous êtes donc invité à approuver les termes des conventions jointes en annexe qui concrétisent ce partenariat. Merci. C'est bon. Pas d'observation. Oui. Je ne prends pas part au vote étant membre du Golfe de Val-Escure. Ah oui, c'est vrai. Oui. Donc, hormis Madame Meyer, tout le monde est d'accord? Parfait, donc c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante. Oui. Question récurrente depuis l'entrée en vigueur de la loi modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles au 1er janvier 2018 sur le devenir du forfait de poste-stationnement. Pour mémoire, la commune a instauré la redevance de stationnement et n'a donc pas vocation à conserver ces produits qui doivent financer des opérations menées par l'intercommunalité. Ainsi aussi, il vous est proposé d'approuver la convention qui nous lie avec Estérel Côte d'Azur Agglomération pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 et qui formalise l'absence de reversement des recettes issues des forfaits de poste-stationnement résultant de l'annexe financière jointe au présent rapport, qui relate les coûts de mise en place et de gestion du stationnement payant à hauteur de 563 830 €, dépenses supérieures aux recettes estimées à 134 195 €. Vous êtes donc invité. Voilà, écoutez, c'est parfait. Y a-t-il des observations? Non, pas d'observation. Tout le monde est d'accord. Adopté à l'unanimité. Madame Meyer. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Cette délibération est le projet de signature d'une convention cadre entre la commune de Saint-Raphaël et la communauté d'agglomération Estérel-Côte d'Azur. Le but est de mutualiser les coûts d'un matériel, c'est d'ailleurs le matériel que vous avez devant vous, qui sont des postes de conférence sans fil, qui sert à la sonorisation et à l'enregistrement des conseils municipaux. Avant, la commune de Saint-Raphaël et la CAVEM avaient chacune recours à un prestataire extérieur, qui était d'ailleurs différent, et louait ce matériel et la prestation afférente. Aujourd'hui, il y a eu un achat de matériel par la commune qui propose une mise à disposition à l'agglomération moyennant finance.
C'est un excellent exemple de la bonne gestion des deniers publics. On transforme une dépense en recette. L'investissement sera couvert en 4 ans. La convention cadre, je ne vais pas vous la lire, je vous donne quelques grandes lignes. Elle est fixée à 1 an renouvelable entre la commune et l'agglo pour 6 ans maximum. Le prix de la mise à disposition est proportionnel au nombre de postes. Ça varie de 1 400 € à 2 800 € hors taxe, suivant le nombre de postes mis à disposition. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le principe de cette mise à disposition, d'approuver les termes de la convention, d'autoriser monsieur le maire ou madame la première adjointe à la signer, dire que les recettes en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci beaucoup. Je rappellerai que notre conseil municipal est également retransmis, ce qui ne se fait pas partout, et donc qui est également une preuve d'ouverture sur l'extérieur et de faire participer donc les citoyens donc à nos échanges et à nos débats. Donc tout le monde est d'accord avec cette délibération? Donc tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante, Madame Arnaud. Merci Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Convention de subvention relative à la capture, l'identification et la stérilisation des chats errants non identifiés, tels que définis sous l'article L211-27 du Code rural et de la pêche maritime. Dans le cadre de la campagne de stérilisation des chats errants, la commune de Saint-Raphaël et la Société protectrice des animaux, la SPA, ont conclu en date du 9 octobre 2020 une convention de subvention relative à la capture, l'identification et la stérilisation de 120 chats errants non identifiés. Cependant, 55 bons de stérilisation n'ont pas pu être utilisés. Afin que ces bons puissent être reportés et fournis à la commune au titre de l'année 2021, une nouvelle convention a été signée entre la commune et la SPA afin de fixer les obligations des deux parties. Vous êtes invités à approuver les termes du projet de convention, à intervenir entre la commune et la SPA, jointe en annexe, autoriser monsieur le maire à signer la dite convention et tout acte afférent à la mise en œuvre de la présente délibération, fixer la somme de 20 € la prise en charge par la commune des frais de tatouage des félins errants, soit une somme totale de 1 100 € pour 55 chats. Merci beaucoup. Donc, y a-t-il des observations sur ce sujet? Pas d'observation. Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci de manière générale pour le travail que vous faites pour la condition animale. Madame Arnaud, vous êtes une élue également très dynamique et porteuse de projets qu'on aura l'occasion de présenter lors de prochaines séances. Monsieur Sabi. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Cette délibération concerne l'aliénation et la destruction de matériel. C'est un matériel donc qu'on vous propose d'aliéner et de détruire, qui concerne un détecteur de métaux. Alors, il ne s'agit pas d'un détecteur de métaux pour détecter les métaux qu'il y a sur la plage, bien sûr, mais simplement un détecteur de métaux de sécurité, ce qu'utilise la police municipale pour détecter les métaux sur des personnes à l'entrée, comme vous avez pu le subir tout à l'heure. Et ce matériel, ce qui peut être étonnant, c'est que sa date d'acquisition date de 2016, mais c'est du matériel qui s'use assez rapidement, qui peut être malmené à l'occasion de fouilles ou de choses comme ça. Donc, un de ces détecteurs est hors d'usage. Donc, suite à cet exposé, il est proposé au conseil municipal d'approuver la destruction du matériel décrit ci-dessus, de décider du retrait de l'inventaire communal du matériel décrit ci-dessus et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte afférent à la mise en œuvre de la présente délibération. Je vous en remercie. Pas d'observation? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Madame Ramy. Oui, merci monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Dans cette délibération, il est question d'approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Saint-Raphaël Triathlon. En effet, cette association a relancé en 2018 l'organisation du triathlon de la Corniche d'Or après 7 ans d'absence. Forte du succès rencontré en 2019 et avec beaucoup de concurrents venus de toute la France et même au-delà des frontières, l'association souhaite cette année organiser donc le dimanche 17 octobre prochain
2 épreuves sous dénomination le triathlon de Saint-Raphaël by Roxime. Un triathlon donc type S, dont il y a 750 mètres de natation, 20 km de vélo, 5 km de course à pied. Et pour le triathlon de type M, 1500 mètres de natation, 44 km de vélo et 10 km de course à pied. Dans ce contexte, il est donc proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 20 000 € à cette association. Le conseil municipal est invité à en délibérer. Merci. Donc, ce sera une très belle manifestation. Oui, monsieur Tomasi. Oui, mon observation concerne les délibérations 21, 23 et 25. Comme ça nous fera gagner du temps. En fait, pour voter de manière éclairée en tant que conseil municipal l'ensemble de ces subventions, nous souhaiterions connaître des points précis. C'est-à-dire quel est le budget de la manifestation, de manière à savoir quel est le pourcentage que représente la participation de la ville telle qu'elle nous est présentée. Mais vous parlez de quoi là? Parce que vous De la parlez manif- de pommes et de poires là. Donc vous voulez quoi? Vous voulez savoir pour la... Parce que 23, vous êtes justement filmé, donc il faut pouvoir être clair et précis. pour les gens 21, qui nous 23 et regardent. 25. Alors pour les gens qui nous regardent, la Voilà, 21 c'est la subvention exceptionnelle à l'association Saint-Raphaël Triathlon. La 23 c'est l'attribution de subvention exceptionnelle à la société bouliste de l'Estanque et l'attribution de subvention exceptionnelle au profit de l'association de Val-Escure, c'est la 25. Donc c'est 3 subventions exceptionnelles. Ça ne concerne pas spécialement les associations, c'est la démarche générale que je questionne. Ça dépend de l'événement. Donc ça, par contre, ça, c'est des questions que vous pouvez poser avant, par exemple en commission des finances. Je l'ai fait également et je n'ai pas eu la réponse. Pour qu'on vous apporte des C'était précisions. fait. Donc Ça a été tout fait. dépend de l'importance de l'événement également, où il y a besoin d'un effort plus important, notamment quand c'est porté par des associations, puisqu'il n'y a pas de profits qui sont retirés. Donc parfois, on peut avoir des financements qui sont considérables, qui portent quasiment sur tout l'événement. C'est ce qui est normal pour permettre sa réalisation. Donc il n'y a pas de profit, ce sont des associations. Je n'ai pas parlé de profit, je demande simplement à ce qu'on soit éclairé sur ce qu'on est en train de voter. Si c'est des choses qui vous intéressent, oui, Oui, on oui, vous les tout à fait. portera. Madame Ramy, peut-être, a déjà Moi, je la peux réponse. vous inviter, Monsieur Tomasi, à venir me rencontrer pour que je puisse effectivement vous présenter l'étude, à chaque fois, les candidatures, avec Monsieur Thibéry, pour vous montrer effectivement le ratio entre la demande de subvention et exactement le coût de la manifestation. Il n'y a aucun problème. La Mais question, c'est effectivement- est-ce qu'on veut un triathlon à Saint-Raphaël? Est-ce qu'on veut un non, tournoi, pas du un tournoi de boules ou pas? Non, mais c'est ça la question. Non, parce non, pas que- du tout. Parce que si, parce que nous Non, complétons. pas du tout. Si, parce que si on ne subventionne pas, ça ne se passe pas. Non, Ah, pas si, du tout. C'est si, pas le ça la sujet de fond, question. c'est celui-là. Non, la question, c'est de quoi savoir si on vote en toute transparence, c'est-à-dire pour bien comprendre. Ah oui, parce qu'on n'est pas transparent. Donc, encore une fois, Ce pourquoi vous nous êtes sommes là en train de uniquement voter. pour mettre la suspicion. Pas du tout. Si, comme vous le faites Pas du habituellement sur la plupart des délibérations sur lesquelles vous intervenez, vous mettez toujours une suspicion de manière insidieuse en sous-entendant les choses et en ne les affirmant pas. Donc c'est une technique, effectivement, mais c'est bien que tout le monde puisse aussi être éclairé sur le sens de vos observations. Donc nous vous l'apporterons, parce que comme on n'a évidemment rien à cacher, mais au moins comme ça, on peut comprendre la démarche intellectuelle de ce type d'observation. Seul un esprit éclairé peut comprendre une pensée différente de la sienne, Oh là là, sans c'est- avoir à l'accepter. C'est de qui? D'Aristote, monsieur le maire. Ah, je crois que c'était Rousseau, Ben non. Sandrine. Ça remonte beaucoup plus loin. D'accord. Quel humour. Oui. Quel humour. Écoutez, je fais ce que je peux. Avec difficulté, hein. Tout à fait. Écoutez, on ne change pas. Donc je Alors, répète- est-ce que vous êtes pour ou contre le Donc, triathlon? Parce que c'est ça le sujet. quand Je même. répète que C'est, l'observation ne mettait nullement en cause le bien fondé de la manifestation, ni le bien Alors, fondé ne de la parlez pas de subvention. transparence. Ne parlez pas de transparence. Vous parliez de participation démocratique, je vous Tout en à donne fait. un exemple. Oui, mais ne parlez pas de transparence et pas de cette manière-là. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour la délibération sur le triathlon? Oui. On s'abstient. Donc, il y a 2 abstentions. Pour les raisons que j'ai citées. Écoutez, on le dira à l'association aussi. Vous le direz Donc, c'est filmé. Donc, si, il faut assumer aussi. Donc, ensuite, vous avez la délibération suivante, puisque nous, on respecte l'ordre quand même des délibérations qui sont soumises, puisqu'il y a un ordre du jour. Donc, Effectivement, Monsieur le maire, ici, il s'agit effectivement merci d'approuver la convention d'objectifs entre la commune de Saint-Raphaël et justement Saint-Raphaël Triathlon.
Conformément à la réglementation en vigueur, une convention d'objectifs est obligatoirement signée avec chaque association dès lors que le montant cumulé des subventions allouées excède la somme de 23 000 euros. La commune de Saint-Raphaël ayant attribué 33 500 euros de subventions de fonctionnement et exceptionnelles mélangées donc à l'association, il y a lieu donc de conclure une telle convention. Merci beaucoup. Donc, y a-t-il des observations sur la convention? Non. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, c'est adopté à l'unanimité. D'accord. Bon, donc, je ne suis pas là pour commenter les votes. Ensuite, délibération suivante pour la société bouliste de l'Estanque, Monsieur Tibéri. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. La société bouliste de l'Estanque de Boulouris souhaite organiser les 6 et 7 novembre 2021 le championnat du Var tête-à-tête au jeu provençal. Il est à préciser que cette manifestation a été proposée à la société l'Estanque puisque cette dernière est actuellement championne du Var en titre. Eu égard à l'objectif poursuivi pour cette manifestation qui rend à favoriser l'animation de la commune en popularisant la pratique bouliste propre à notre culture régionale, il est proposé au conseil municipal d'apporter son soutien financier à cette association en lui attribuant une subvention exceptionnelle de 3 000 euros, qui représente 30% du budget de la manifestation, budget qui est bien évidemment consultable avec grand plaisir au service des sports de la ville de Saint-Raphaël. Le versement de cette subvention est subordonné à la tenue effective de la manifestation. Si cette dernière venait à être annulée, compte tenu de la crise sanitaire et des contraintes réglementaires en découlant, la subvention serait intégralement remboursée par l'association si elle a déjà été versée au moment de l'annulation ou ne sera pas versée par la commune dans le cas contraire. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à attribuer une subvention exceptionnelle de 3 000 euros à la société bouliste de l'Estanque et dire que la dépense en résultant fera l'objet de l'inscription budgétaire correspondante. Je vous remercie. Voilà, y a-t-il des observations? Pas d'observations, tout le monde est d'accord? Oui, puisqu'on a nos explications, donc on vote pour. D'accord. Vous avez un seuil qui vous dérangerait pour qu'on sache, pour les dossiers qui vont vous être présentés? Monsieur le maire, comprendre, puisque comme ça on eh bien, se je vais comprend vous aider à mutuellement. comprendre. Je vais Est-ce vous qu'il y a aider un à seuil comprendre. qui vous dérange? Je vais vous aider à comprendre. Allez-y. La question, c'est simplement de savoir pourquoi on vote et qu'est-ce que ça représente effectivement. C'est la seule question. D'accord, donc c'est juste une question, il n'y a pas de conséquences à en tirer. Merci Madame Ramy, oui, vous avez une observation complémentaire. Non, c'était juste pour compléter tout à l'heure mon propos, effectivement, Monsieur Tomasi, concernant le triathlon. Il est certain qu'on a forcément une étude auparavant avec Monsieur Thibéry où on va bien d'abord étudier le budget et ensuite, donc bien entendu, approuvé par Monsieur le maire. Juste pour votre gouverne, sachez que cet événement du triathlon, l'apport de la subvention municipale est à hauteur de 27% dans le ratio. Voilà. Avec ces éléments, on vote pour. Laquelle? La précédente où vous êtes abstenu? Du triathlon, puisqu'on a nos explications. C'est ce qu'on demande. On a l'unanimité, donc vous rectifierez le procès verbal, Madame Monsieur Benin-Casa, donc on a rattrapé une réserve. Merci Madame Rabi. Voilà. Comme quoi, en se parlant, vous voyez, Alors, délibération suivante, Monsieur Bonal. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. La commune apporte son soutien aux associations qui mènent des actions ou développent des projets dans le domaine social. L'association Un Noël pour chaque enfant a pour but de distribuer des jouets pour Noël pour les enfants défavorisés. Eu égard à l'intérêt social que représente l'action de cette association, il vous est proposé d'attribuer une subvention de fonctionnement de 1 000 euros. Bon, y a-t-il des observations? Non? Pas d'observation. Tout le monde est d'accord? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc délibération suivante pour l'association de Val-Escure. Monsieur Chiron, pardon. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. La commune apporte son soutien aux associations qui mènent des actions ou développent des projets dans le domaine culturel. Dans ce contexte, il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle
d'un montant de 5 500 € à l'association de Val-Escure pour l'édition de son journal spécial Bonaparte. L'association de Val-Escure a pour objet d'œuvrer pour le développement harmonieux de Val-Escure, veiller au maintien, voire l'amélioration de son cadre et sa qualité de vie. Protéger et faire bien connaître son patrimoine architectural et végétal, organiser des activités et des conférences à but culturel environnemental. Offrir à ses membres des rencontres conviviales et enrichissantes. Dans le cadre de son objet statutaire, l'association souhaite intéresser le plus de monde possible à la commémoration par la ville de l'anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Ainsi, dans l'esprit du journal de l'association, sera conçu un spécial Bonaparte, plus de 80 pages au format A5 sur papier glacé. Ce journal sera édité à 800 exemplaires. Aussi, elle a sollicité de la commune l'octroi d'une subvention afin de participer à la réalisation de son projet. Eu égard à l'intérêt culturel du projet développé par cette association, il est proposé au conseil municipal d'apporter le soutien financier de la collectivité en attribuant une subvention exceptionnelle de 5 500 € à l'association de Val-Escure pour l'édition de son numéro spécial Bonaparte. Le dossier de demande de subvention est consultable au secrétariat général. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à attribuer une subvention exceptionnelle de 5 500 € au profit de l'association de Val-Escure pour l'édition de son numéro spécial Bonaparte. Dire que les dépenses en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci beaucoup. Donc c'est une association... Monsieur Tomasi, je vous remettrai un exemplaire. De l'exemplaire. Voilà, un exemplaire de... Voilà. C'est une très belle association d'ailleurs. Très belle association. Il faut participer aux assemblées générales pour le voir. Voilà, absolument. De temps en temps, c'est bien de connaître la vie des associations en participant aux assemblées, comme vous le faites les uns et les autres. Voilà. Comme participer aux commémorations patriotiques aussi, c'est aussi quelque chose qui est important. Extrêmement important. Donc ça, c'est pour... quand on est élu, je crois que ça en fait partie aussi. Ça permet de mieux connaître aussi la ville et c'est un respect aussi qu'on doit aux représentants de ces associations ou aux anciens combattants ou encore aux porte-drapeaux, donc cette participation. Donc je remercie tous les élus de la majorité aussi pour votre fréquence et votre participation régulière à ces événements. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, Madame Chiodi. Oui, cette délibération porte sur la limitation de l'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. La réforme de la taxe d'habitation a entraîné des transferts de fiscalité et prévoit en compensation que la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département soit affectée aux communes à partir de 2021. Rappel de notre taux communal de la taxe foncière sur le bâti, 17,30%, taux départemental 15,49%, donc nouveau taux communal voté pour 2021, 32,79%. Cette réforme n'a eu aucune incidence sur le calcul de l'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par le contribuable, je le rappelle aussi. Cette réforme et ce transfert ont eu aussi pour effet de modifier le calcul de la taxe foncière des constructions nouvelles à usage d'habitation, et ce, au titre des exonérations durant les 2 années qui suivent leur achèvement. Avant la réforme, et prévue par le Code général des impôts, la ville a voté la suppression de cette exonération par délibération du 7 mai 1992. Quant au département, l'exonération s'appliquait d'office. Pour permettre aux contribuables de continuer de bénéficier de l'exonération sur l'ancienne part départementale transférée à la commune, le législateur a fixé une exonération applicable sur l'ensemble de la nouvelle part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, commune plus département, allant de 40% à 90%. Il vous est proposé de limiter l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties, précisée dans le rapport, à 40% de la base imposable en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas financés au moyen des prêts aidés par l'État,
taux permettant ainsi de maintenir une taxation et un produit fiscal équivalent, considérant en outre que nos recettes sont aussi impactées par le coefficient correcteur appliqué au transfert de fiscalité département-ville, arrêté à 85,65%. Tout à fait, à fiscalité constante, il s'agit de s'adapter à la réforme de la suppression de la taxe d'habitation sur laquelle vous connaissez déjà l'ensemble des réserves que nous avons eu l'occasion d'émettre. Y a-t-il des observations? Non, juste, hier, nous avons participé donc à la commission, nous avons posé nos questions et nous avons eu nos réponses. Donc, acte. Ah, si vous nous parlez des trains qui arrivent à l'heure... Vous en parlez, oui. Ah, ben... Je peux vous en parler si vous voulez. Écoutez, alors c'est parfait. Mais je pense que c'est... Donc, je vous remercie. Donc, tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, délibération suivante, Monsieur Isepi. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Dans cette question, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à solliciter Monsieur le préfet afin de renouveler le classement de la commune en station de tourisme. Depuis 2020, l'office de tourisme de la commune de Saint-Raphaël est classé en catégorie 1. Cette même année, elle a reçu le label Qualité Tourisme et en juin 2021, elle a reçu la dénomination commune touristique. En octobre 2010, Saint-Raphaël a été classé station de tourisme pour une durée de 12 ans. Ce classement arrivant à expiration le 21 octobre 2022, il convient de le renouveler afin d'assurer une politique d'attractivité touristique pérenne et durable. Saint-Raphaël est et doit rester une destination touristique d'excellence. Ce classement est aussi financièrement important pour la ville puisqu'il permet de bénéficier d'une majoration de la DGF. La ville se voit surclassée démographiquement. Il y a un guide méthodologique à remettre. Je remercie pour ça l'ensemble de mes collègues adjoints et conseillers municipaux puisque tout le monde participe à la validation de ce classement. Je peux vous dire qu'il y a 9 critères importants décomposés en 23 sous-critères. Je vous ai énuméré les classements qui sont importants, vous l'avez bien compris, le classement en commune touristique, l'office de tourisme classé en catégorie 1, mais c'est aussi l'offre d'hébergement touristique d'un certain pourcentage, mais avec une qualité d'accueil irréprochable, l'avis de l'ARS sur l'hygiène publique et les équipements sanitaires proposés, l'urbanisme et son environnement, l'accès aux lieux touristiques, donc les transports, la signalisation, l'accessibilité, la diversité du programme d'animation durant les périodes touristiques. Vous voyez l'importance que ça a. Il me semble que cette année, nous avions plus de 170 dates et je remercie mon collègue Guillaume Decart pour tout ce qui est fait par la direction des affaires culturelles et sa collègue Madame Lopez. Les équipements, espaces, sites et itinéraires de pratique sportive, les stratégies et mesures prises pour accueillir l'afflux de population en période touristique, notamment en matière de sécurité routière, mais je parlerai aussi en matière de sécurité tout court, puisque l'appui de la police municipale est très important en cette saison, de prévention à la délinquance ou de gestion des risques, l'organisation d'une surveillance des plages, l'affichage des informations relatives à la qualité des eaux de baignade et aux conditions météorologiques, bien sûr des lieux proposant aux touristes un accès à un réseau Wi-Fi, entièrement gratuit et accessible en permanence. Voilà, c'est l'ensemble des services qui font et qui feront que cette ville de Saint-Raphaël restera classée au top niveau. Voilà, je vous remercie. Il suffit juste d'autoriser Monsieur le maire à solliciter le classement auprès de Monsieur le préfet. Tout à fait. Selon l'étude du Figaro, on était même en première position des villes balnéaires les plus attractives. Donc, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Donc, tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. Je vous en remercie. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Isepi, pour le compte administratif et le compte financier de l'exercice 2020 de l'Office du tourisme. Oui, Monsieur le maire, il s'agit d'approuver les comptes de l'Office de tourisme, son compte administratif et son compte financier. Donc vous verrez qu'en section d'investissement, il y a un déficit de 8 063,51 € auquel il convient d'ajouter bien sûr l'excédent reporté à la clôture de l'exercice précédent de 65 743,09 €, soit un excédent de clôture 2020 de 57 679,56
58 €. Et en section de fonctionnement, un excédent de 135 979,78 € auquel il convient d'ajouter l'excédent reporté à la clôture de l'exercice précédent, de 158 670,86 €, soit un excédent de clôture 2020 de 294 650,64 centimes d'euros. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver les comptes de l'Office de tourisme. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors pour la délibération 29, il est sur la rénovation de la base nautique municipale de Saint-Raphaël. Il était prévu que j'en sois le rapporteur. Néanmoins, comme M. Kedomar et M. Marty ont eu à y travailler précédemment, je propose que M. Kedomar nous présente cette délibération. Oui, Monsieur le maire, je vous remercie. Donc, comme évoqué dans les engagements pris par Monsieur le maire, la ville de Saint-Raphaël a souhaité poursuivre la promotion et la valorisation de son littoral. Et comme évoqué également précédemment, elle a souhaité préparer un dossier de réhabilitation de sa base nautique qui date de plusieurs dizaines d'années et qui a besoin de travaux de remise à niveau. Donc la commune de Saint-Raphaël est labellisée Terre de Jeux Paris 2024 avec des atouts comme la base nautique, son stade nautique et divers équipements de haut niveau. La commune souhaite faire de l'accueil des Jeux Olympiques un accélérateur de l'excellence sportive et donc elle souhaite procéder à la rénovation de sa base nautique municipale. Donc ces structures présentes visent à la formation de jeunes, à l'éclosion de nouveaux talents. Elle accueille régulièrement des équipes sportives de haut niveau sur différents supports, de par sa situation, la qualité de son plan d'eau et la similitude des conditions météorologiques avec celles d'autres baies voisines, et en particulier du site d'entraînement du site d'implantation des Jeux Olympiques de voile à Marseille. Cette base représente un atout. Il est donc envisagé que dans le cadre de la dynamique de la région sud et du plan voile 2024, il est envisagé de faire de la base nautique un site d'accueil des équipes olympiques à l'entraînement. Donc ainsi, la commune, accompagnée par Estérel Côte d'Azur Agglomération, souhaite accélérer le développement de l'activité économique de la filière, favoriser le développement de l'offre de formation des métiers du nautisme, outre les cursus de formation proposés par l'État ou la Ligue de voile sud. Des formations à différents métiers peuvent être développées, des actions de sensibilisation initiées par le service emploi-formation d'Estérel Côte d'Azur Agglomération. Viser également l'excellence environnementale. Donc, outre les travaux projetés en matière d'énergie, les structures présentes sur la base sont soucieuses de l'environnement et des bonnes pratiques en matière de développement durable. Et puis valoriser, faire la promotion économique et touristique du territoire régional. La promotion de la voile est un facteur d'attractivité important pour la région. Ces ambitions ont justifié l'inscription des travaux de la base nautique de Saint-Raphaël dans le cadre du contrat dénommé Crête 2020-2024 en vue de l'accueil d'équipes à l'entraînement pour les JO 2024. En effet, l'opération est susceptible de s'inscrire dans le dispositif l'opération est susceptible de s'inscrire dans le dispositif du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire à hauteur de 20% de l'enveloppe de l'opération. Vous avez en annexe le plan de financement. Donc, c'est dans ce contexte que s'inscrit le projet d'optimiser la base nautique, de réaliser une réhabilitation énergétique, de réaliser une extension limitée du bâti pour optimiser les espaces et améliorer l'accueil, avec comme objectif d'atteindre un haut niveau de performance, de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite, ce qui actuellement n'est pas vraiment le cas, de proposer une offre d'activité annuelle et adaptée au contexte local. 2 tranches sont prévues. La première tranche comprendra la réfection du parking à bateaux, la réhabilitation et l'extension de certains bâtiments existants, la mise en sécurité du site et le développement de l'infrastructure numérique. Une seconde tranche aura pour vocation à poursuivre la réhabilitation du bâti non inclus dans la première tranche afin d'optimiser les espaces et les mettre en cohérence avec les nouveaux usages développés lors de la réhabilitation opérée à l'occasion de Paris 2024 en poursuivant l'objectif d'excellence sportive et d'handisport porté par la collectivité. Donc, suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver la rénovation de la base nautique municipale de Saint-Raphaël, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document afférent à la mise en œuvre de la présente délibération et dire que les dépenses et recettes en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci beaucoup. Je voudrais préciser qu'on pourrait avoir une aide de l'État aussi pour que nous ne soyons pas continuellement à faire des observations ou des réserves négatives vis-à-vis
l'attitude de l'État. Ici, on a un exemple donc de participation et d'aide que nous espérons le plus substantiel possible pour pouvoir réaliser ce projet. Alors, est-ce que sur cette note positive, on peut finir par une unanimité? Pas d'observation? Donc, si tout le monde est d'accord, on Simplement, finit... si je puis, Oui, juste bien une sûr. dernière observation, je voudrais remercier l'ensemble des services qui ont travaillé et qui ont été extrêmement efficaces et qui ont abouti à monter un dossier extrêmement bien détaillé. Oui, et une collaboration entre les services aussi, ça c'est important aussi, donc montrer qu'on décloisonne et qu'on travaille ensemble. C'est un collectif qui gagne. Donc, sous cette unanimité, vous avez le compte-rendu des décisions prises par le maire, à moins qu'il y ait des observations. Je vous propose de clore ce conseil municipal. Très bonne soirée à tous.